Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but, c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'écoles, enfin toutes les personnes qui cherchent à développer le plein potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, je suis d'accord, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part, avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leur talent au service des enfants. Ça faisait plusieurs mois que j'avais envie d'interviewer Julien Perron parce que je l'avais croisé lors du festival de l'école de la vie en septembre 2019. Et depuis plusieurs années, je suivais son parcours. J'étais impressionnée par tout ce qu'il mettait en œuvre, justement pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel, en créant du lien entre tous ces éducateurs au sens large. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le réalisateur et le producteur de 2 documentaires. C'est lui qui a créé le Festival de l'école de la vie et le congrès Innovation en éducation. Et donc j'avais vraiment envie de pouvoir échanger avec lui et de vous en faire profiter. Donc Julien nous a parlé de son parcours, de l'enfance à aujourd'hui, de son projet d'ouvrir une école, l'école de la vie avec tout ce qui compte pour lui. Et il nous a aussi parlé de sa passion pour les voyages. Donc je vous laisse découvrir tout ça, je laisse place à ma conversation avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir accepté cette interview. J'avais envie d'échanger avec toi, pour que les auditeurs puissent entendre en fait toutes les choses que tu entreprends depuis plusieurs années. Mais avant de commencer par ce que tu fais là en ce moment, j'aimerais en fait essayer de comprendre, de parler de ton enfance et pour savoir en fait comment tu es arrivé sur ce chemin de l'éducation. Ah oui, on a du temps, hein, c'est ça ? Oui, on a du temps, on a 1 heure. Enfin, moi en tout cas j'ai 1 heure, je sais pas si toi t'as le temps aussi. Parce que c'est vrai que les parcours de vie, c'est toujours un petit peu long. Oui. Pour être synthétique, donc si on remonte à mon enfance, je suis dyslexique et dysorthographique. Donc en fait, pendant mon parcours scolaire, ça n'a pas été tout le temps évident. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai 41 ans. Et donc à cette époque, le sentiment que j'avais, c'est qu'il n'y avait pas forcément les moyens pour m'accompagner. Alors je ne parle pas de moyens financiers, mais plutôt peut-être des moyens techniques. En tout cas, je sentais bien que j'étais différent dans la classe. Moi, volontairement, je pense que je me mettais aussi au fond de la classe, sentant aussi un peu cette différence. Et puis, après, c'était juste un constat, hein, quand on faisait des dictées. Je me rappelle de l'enseignant de l'époque qui se faisait un malin plaisir de dire à toute la classe que j'avais fait moins 75 fautes d'orthographe, quoi. J'étais le meilleur de la classe pour ça, quoi. Donc du coup, ça n'a pas été forcément très, très évident. Ceci dit, moi, je fais partie de ces enfants qui ont transformé les choses, ce qui veut dire qu'en fait, je suis devenu un peu le clown de la classe. Je pense que c'était pour compenser un peu cette différence. Et en réalité, moi, mon parcours scolaire jusqu'au bac, ça a été plutôt un terrain de jeu, donc je me suis plutôt amusé. J'étais toujours au fond de la classe, j'étais plutôt avec des enfants avec lesquels on peut dire que c'était des enfants turbulents, mais on était plus là pour rigoler, pour embêter nos copains et pas trop pour suivre les cours. Donc j'étais au fond, à côté de la fenêtre, en train de regarder souvent l'extérieur et en train d'imaginer un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, mais j'avais beaucoup de mal. En fait, les profs avaient, je pense, beaucoup de mal à maintenir mon attention, quoi. Ouais. Donc, du coup, parcours scolaire pas trop déprimant, si je puis dire. Alors, je sais qu'il y a des dyslexiques et des dysorthographiques et plein d'autres formes qui vivent vraiment très très mal les choses. Il faut quand même le rappeler, c'est pas forcément évident et je crois avoir eu de la chance quelque part de tourner les choses de manière plutôt positive. Ça m'a amené à un moment donné à me dire qu'il fallait quand même que j'ai un diplôme parce que j'ai pas de diplôme au final. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai 0 diplôme. Et à l'époque où j'avais fait un break dans les études, j'avais commencé à faire des petits boulots. J'étais devenu cuisinier. Après, j'avais été barman. J'ai été facteur, agent de sécurité. J'ai fait pas mal de petits jobs. Et j'avais décidé de reprendre les études en me disant, parce qu'il y avait une pression quand même sociétale, déjà à l'époque où on avait l'impression que si tu n'avais pas de diplôme, tu allais complètement rater ta vie. Donc, du coup, j'ai fait un BTS en action commerciale et qui m'a amené à être en alternance. Donc, du coup, j'étais une partie dans une entreprise et une partie à l'école. Et c'est là où j'ai commencé dans le monde de l'entreprise à révéler ce que j'appelle mes excellences. Donc, moi, je pense qu'on est tous très, très bons dans plusieurs choses. Et là, moi, en l'occurrence, dans le monde de l'entreprise, j'étais dans une petite boîte d'édition qui éditait des magazines dans divers secteurs d'activité. Et donc, à cette époque, j'ai senti que j'avais une espèce de talent ou une excellence pour fédérer les gens autour de moi, pour communiquer, pour être dans le marketing et dans la communication. Je connaissais pas encore très très bien ce que ça représentait, mais je sentais que j'étais bon là-dedans.
Donc du coup, à l'âge de 23 ans, je décide de quitter mon job confortable de salarié et de créer mon entreprise. Donc je me retrouve dans une chambre de bonne à l'époque de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur, il faut le rappeler, parce que c'est important. Même si à l'heure d'aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont se retrouver là-dedans, à l'époque, c'était pas forcément commun. C'était plutôt les parents qui s'occupaient de nous. Et à cette époque-là, à 23 ans, il n'y avait pas encore beaucoup de personnes qui étaient autonomes. Et donc, du coup, pas d'argent, pas de diplôme. Je décide quand même de créer une entreprise dans un secteur d'activité que je ne maîtrise pas. À l'époque, je crée le marché du tourisme éco-responsable. Donc, c'était quand même pas rien. Je crée littéralement un marché du tourisme éco-responsable. Et donc, ça se développe bien. Les 3-4 premières années, la presse, les médias s'intéressent à moi en particulier, puis après à l'entreprise. Je dis à moi en particulier parce que c'est toujours pareil à l'époque, donc il faut remonter quand même 17 ans en arrière. Non, plus que ça, attends, j'ai 41 ans, donc 18 ans en arrière. Ouais. À l'époque, il y avait quand même très peu de jeunes de ma génération qui se lançaient pour créer une entreprise. J'avais été champion de France de Kung-Fu à l'époque, et donc du coup, ça avait fait aussi un peu le buzz. Et donc du coup, ça, plus un peu mon parcours de vie, je grandis avenue Montaigne, qui est l'une des plus belles avenues du monde, où on retrouve Christian Dior, Nina Ricci, dans une petite loge de 40 mètres carrés. On était à 4 à vivre dedans, donc c'était très, très, très petit, finalement, 4 personnes. Enfin, tout ça, en fait, mon parcours de vie fait que ça intéresse quand même beaucoup les médias. Je crée ce marché, donc ça rajoute une petite couche. Et donc, du coup, les gens commencent à parler un peu de ce qu'on fait. Et puis, en l'espace de 5 ans, je commence à voir qu'il y a un peu trop de monde sur le site que j'ai créé à l'époque, donc qui est toujours existant, qui s'appelle Neo Horizon Travel. C'est un réseau qui regroupe des agences de voyage et des hébergements qui sont orientés sur l'éco-responsabilité et sur le bien-être. Et donc, à l'époque, il commence à se créer un flot artistique parce que des thérapeutes qui faisaient partie de mon cercle un peu personnel commencent aussi à rejoindre ce réseau. Et donc, du coup, je décide de garder Neo Horizon Travel et de créer une agence de communication qui s'appelle Neo Bien-être. Neo Bien-être, c'est l'agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être, et donc on les accompagne à développer leur activité. Et donc, de là, on continue à développer nos activités, et puis à un moment donné, tu sais, moi je fais partie je crois encore en France, de ces rares chefs d'entreprise qui agissent de manière intuitive. Donc évidemment, quand tu es chef d'entreprise, tu es obligé d'anticiper beaucoup de choses, mais il y en a très peu qui mettent en place des choses de manière intuitive. C'est généralement beaucoup de brainstorming, beaucoup de choses à mettre en place en amont avant de se lancer. Et moi, je passe assez vite de l'idée à l'action. Et donc, du coup, ça m'amène à créer beaucoup de choses. Je pars donc du réseau Neo Horizon Travel, après de l'agence de communication Neo Bien-être, qui m'amène, elle, à créer beaucoup de choses. Donc, depuis, en fait, on a créé 2 événements majeurs à Montpellier, qui s'appellent le Festival pour l'école de la vie et le congrès Innovation en éducation. Ce sont 2 événements liés à l'éducation. Ça m'amène à créer 2 films. Donc, j'avais jamais imaginé un jour réaliser des films, et encore moins que ça allait marcher. Donc ça m'amène à créer le premier film, C'est quoi le bonheur pour vous. Maintenant, on a dépassé quand même la barre des millions de personnes qui ont vu le film. C'est un truc de dingue. Ouais. Et puis ça m'amène après à créer un 2e film, parce que je vois que finalement le film est un super outil de communication. Je me dis qu'il faut que je crée un autre film autour de l'éducation, pour le coup, et qui s'appelle L'école de la vie, une génération pour tout changer. Et tout cela, autour d'un seul et même projet, crée une école que j'appelle l'école de la vie, qui est une école, on pourra peut-être en parler plus tard, qui est une école dite un peu alternative ou dite nouvelle. Et c'est pour ça, en fait, si tu veux, que je m'intéresse ces 6 dernières années de plus en plus au monde de l'éducation. C'est parce que je remarque depuis le début de mes activités, je me donne les moyens de voyager un peu partout dans le monde, parce que ça fait partie de mon équilibre personnel. Et donc, à chaque fois, je remarque beaucoup de choses. Et quand je reviens au pays, donc ici en France, à chaque fois, je me dis que tout part de l'éducation. En fait, je constate qu'on a toujours 15 ans de retard ici sur beaucoup de choses. J'en ai tiré une conclusion personnelle. J'ai l'impression que c'est une vraie volonté de notre pays de rester avec ces 15 ans de retard, de prendre son temps, en fait, de mettre en place des nouvelles choses. Et donc, je me dis à chaque fois, en fait, si on veut que les choses réellement changent, il faut vraiment qu'on s'intéresse à notre système éducatif. Non pas de le revoir complètement, mais en tout cas de le faire progresser et puis d'apporter des innovations qui existent, si on cite juste Maria Montessori, depuis un siècle quand même. Donc on n'est plus du tout dans l'innovation. Et donc voilà, je me dis que c'est vraiment tout par de là. On est tous passés par l'école, nos parents nous ont éduqués, on est tous passés par un système éducatif, quoi, en fait. Ouais. Donc depuis 6 ans, je consacre une bonne partie de mon temps et de mon énergie là-dessus. Et puis ça porte ses fruits, donc c'est ce qui est chouette, c'est que le festival pour l'école de la vie, maintenant, c'est quand même entre 10 et 15 000 personnes qui viennent tous les ans à Montpellier, donc ça commence à devenir un gros événement.
il y a quand même 220 exposants, il y a 35 conférences, il y a des ateliers en continu. Donc, et puis, au-delà de l'impact que ça peut avoir de toutes ces personnes qui viennent, parce que ça vient même de l'étranger, un des points sur lequel moi je suis très heureux, parce que mon école, l'école de la vie, actuellement n'existe toujours pas, ça reste encore au stade de projet. Bah, ne serait-ce que le festival, ça a permis l'éclosion de plus de 300 écoles dites nouvelles, parce que les gens se sont rencontrés au festival. Donc rien que par rapport à ça, moi je suis déjà vraiment très, très heureux de tout ça. Non pas que c'est la solution, c'est surtout pas la solution, qu'il y ait plein d'écoles alternatives, parce que c'est vraiment notre système, l'éducation nationale, qui doit faire entrer tous ces outils qui nous entourent, et pas à nous de créer des écoles, les rendre privées, les rendre inaccessibles à beaucoup de personnes. Mais c'est, en tout cas, je pense que c'est une façon de s'adapter actuellement au système, quoi. Et non pas lutter contre, quoi. Et donc le congrès Innovation en Éducation va aussi un peu dans cette démarche, parce qu'il y a évidemment, que ce soit sur le festival ou le congrès, il y a beaucoup d'enseignants, de professionnels de l'éducation, de parents, de futurs parents qui viennent. Donc c'est eux en fait qui sont porteurs après j'allais dire de notre futur. Hein. Nous on fait que semer des graines après nos activités. Donc voilà pourquoi je m'intéresse à l'éducation. Voilà. D'accord. Et ton parcours, quand on t'écoute, on a l'impression que ton parcours n'a quand même pas été, tu vois, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, tu vois, tes premières années, primaires, tout ça, avec la dyslexie, la dysorthographie, mais tu as quand même réussi à en tirer une force pour... tout à l'heure, tu as parlé de talent. Tu as dit, je me suis vite rendu compte, quand j'étais en alternance, que j'étais capable, en fait, de fédérer les gens autour de projets. Donc, en fait, j'ai l'impression que ton parcours, qui n'a pas été forcément facile, ne t'a pas empêché de connaître tes forces et de te servir de tes forces, vu tout ce que tu as fait depuis. Oui, alors je crois que c'est vraiment multifactoriel. Alors, je pense qu'il doit avoir un facteur chance qui doit jouer dedans. Après, il ne faut pas oublier que mes parents aussi, je pense, ont leur part d'importance. Ma mère, par exemple, était, alors j'allais dire astrologue, mais c'est pas vraiment le terme parce qu'elle était plutôt passionnée. Donc, c'était pas son métier puisqu'elle était gardienne d'immeuble. Mais pour autant, il y avait quand même beaucoup de personnes qui passaient à la loge parce que justement, elle savait faire des thèmes astrales. Donc là, tu vois, j'étais tout petit, donc il faut remonter à 25 ans, 30 ans quasiment en arrière. Elle tirait les cartes aussi, donc et à cette époque, il y avait très très peu de personnes déjà qui en parlaient, parce que sinon on te disait que tu étais un peu bizarre et que tu faisais partie d'une secte, et encore moins en fait à se lancer là-dedans. On sentait peut-être, j'imagine que ma mère devait se sentir très isolée à l'époque, et donc moi j'ai grandi un peu là-dedans. Pour autant, lui, mon frère qui a 50 plus que moi, ça l'a pas trop intéressé, il est resté assez cartésien pendant de nombreuses années, même si les choses changent maintenant, et moi ça a aiguisé ma curiosité, donc je pense que ça c'est un facteur. Mon père, lui, a été chef gérant de plusieurs restaurants sur Paris. Il avait une démarche déjà, j'ai envie de dire, un peu intelligente. En tout cas, cette sensibilité culinaire et notamment de faire attention à son corps, parce qu'il est ultra sportif. Il en est à son 53e marathon, je crois. Ah oui. Il nous a amené aussi un peu dans cette dynamique de s'occuper de son corps et de bien manger. Et moi, j'ai découvert les arts martiaux et je remercie à chaque fois mon frère, parce que c'est mon frère qui m'a fait découvrir le kung-fu. J'ai connu le kung-fu à l'âge de 12 ans et j'en ai fait pendant plus de 14 ans. Et ça a apporté une autre dimension parce que moi je trouve que c'est une école de la vie, les arts martiaux. Globalement, je pense que n'importe quel sport, à partir du moment où on devient passionné, c'est une vraie école. On apprend beaucoup de choses sur soi et sur les autres. Je pourrais te dresser toute une liste de tout ce que ça apporte. Ça m'aide encore aujourd'hui, j'en ai vraiment la certitude. Et pour le coup, là, le kung-fu, lui, ça m'a apporté une dimension spirituelle. Ça m'a amené à m'occuper de mon corps et de mon esprit. Et donc, du coup, j'ai découvert aussi plein d'autres choses. Et à cette époque, je devais avoir 16 ans, je suis tombé sur un premier livre. Il y avait peut-être une quinzaine de livres qui se battaient en duel à l'époque à Virgin, sur les champs, de développement personnel. Et je suis tombé sur la prophétie des Andes. Et c'est venu confirmer tellement de choses que je pensais, que je disais de temps en temps un peu autour de moi et on se fichait un petit peu de moi. Ça a venu tellement confirmer plein de choses, je me suis dit, mais je suis pas le seul à penser comme ça, il y a une autre forme de réalité, quoi. Et ce premier livre m'a amené après à m'intéresser à plein d'autres choses. Donc je pense que c'est un peu tout ça. Et puis le dernier point qui est pas des moindres, c'est qu'à l'âge de 10 ans, ma mère m'a dit récemment, j'avais 10 ans et je suis parti un mois aux États-Unis dans une famille d'accueil à Milwaukee précisément. Sans tes parents? Sans mes parents, ouais. Et ça faisait partie d'un programme scolaire à l'époque, donc c'était toute une classe en fait qui partait chacun dans des familles. Et l'idée c'était de continuer à aller à l'école en plus sur place. Et ça, franchement, tu sais, grâce à Facebook, quand Facebook est arrivé, ça nous est arrivé à un moment donné de se retrouver un maximum
d'élèves qu'on avait connus à la maternelle, etc., etc. Et on a réussi à organiser une belle soirée. Et c'était très intéressant de voir que pour beaucoup de ceux qui étaient présents, qui avaient fait partie de ce programme scolaire, ça avait aussi changé beaucoup de choses dans leur vie. En fait, ça nous a ouvert les yeux enfin, ça a été un vrai déclencheur, vraiment. Ouais. Oui, Moi, parce que... du coup, ça m'a donné envie de voyager. Et quand je suis revenu de là, j'ai dit à mes parents, moi, je veux voyager. Parce que j'ai l'impression que c'est en voyageant que je vais découvrir des choses. C'est Ouais. peut-être pas avec ces mots que je l'ai dit, mais c'était Oui. ça l'intention. Et donc, ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de souci, Julien. Sauf que bah, il faut de l'argent pour ça. Et donc, tu vois, l'argent ne tombe pas des arbres. Donc, tu vas travailler pour ça. Et donc, comme on était gardien d'immeuble, moi, je les ai aidés à faire le ménage, quoi, en fait. Donc, je lavais les escaliers, je faisais du repassage pour les gens de l'immeuble, etc. Donc, ça me faisait un peu de sous. J'ai réussi à accumuler, et puis à l'âge de 12-14 ans, j'ai fait mon premier voyage à Rome. Ah oui, avec l'argent que tu avais gagné. Exactement. Et après, ça m'a donné le goût, en fait, du voyage. Et maintenant, Hmm. depuis, j'essaie de partir au moins une fois, un mois seul, tous les ans, dans un pays que je connais pas avec mon sac à dos. Ah oui, Ouais. d'accord. Donc, c'est tout ça. C'est un ensemble de choses. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que tu as une vie très très riche, tu sais, on dirait. On dirait pas que tu as que 41 ans vu tout ce que tu as raconté là. Mais tu sais, moi, je pense que si tu arrêtes n'importe qui dans la rue Ouais, et que tu l'invites à prendre un café et que tu lui demandes qu'il te raconte un peu sa vie depuis qu'il est né, tu ouais, vas voir qu'on a tous des histoires extraordinaires à raconter, quoi. ouais. Vraiment, hein, j'en suis vraiment convaincu. Et ça va même au-delà de ça, c'est que je pense qu'on a tous un public. Hmm. Imaginons, toi, demain, tu veux te lancer en tant que conférencière, par exemple. Et ben, dis-toi qu'à travers tes mots, à travers ton énergie, à travers ce que tu es, ton histoire, tu verras qu'il y a un public qui va te suivre et qui va résonner en fait avec qui tu es. Hmm, hmm. Et je pense que c'est valable vraiment pour tout le monde sur notre planète, quoi. Mais tu vois, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup de faire mes podcasts. Là, c'est à peu près le 10e épisode. Et à un moment, je faisais plus des vidéos. Et enfin, voilà, je me suis dit non, des vidéos, parler toute seule devant mon caméscope pour parler de pédagogie, bon, voilà, j'ai des choses à dire, mais c'est pas aussi riche que de faire un podcast parce que ça me permet d'échanger avec les gens, tu vois, d'apprendre, de découvrir des personnes, voilà, qui ont une vie complètement différente de la mienne. Et donc, ça me permet d'apprendre et de retransmettre, puisqu'après, les auditeurs écoutent. Donc, en fait, c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir à faire ce podcast. Ouais, Ah, j'imagine, ouais. C'est après, très bien. en général, voilà, je parle plus de la vie des gens, tu vois, sur la vie professionnelle, tu vois, quand j'interviewe des personnes, voilà, enfin, qui contribuent au plein épanouissement affectif et cognitif. Alors toi, même si tu ne travailles pas avec des enfants au quotidien, ça m'intéressait en fait d'échanger avec toi, puisque tu fédères les gens pour que le monde de l'éducation bouge, enfin pour que ça bouge. Donc voilà, même Ouais. si et du coup c'est la première fois que je pose un peu, tu vois, cette question de l'enfance, mais je trouve ça super intéressant en fait de m'intéresser au parcours de chacun. Ouais, t'as bien raison. C'est très enrichissant, ouais. Voilà. Et ce que je note aussi dans tout ce que tu as dit, c'est beaucoup de persévérance. Parce que, voilà, champion de Kung Fu, le fait d'avoir fait 2 films, alors que j'imagine que tu n'avais pas à la base des compétences pour faire un film, les 2 gros événements là, que tu as cités, enfin voilà, ça s'improvise pas. J'imagine que, en fait, tu avais envie de le faire et tu t'es dit, bah, je vais développer les compétences qui vont me permettre d'y arriver. Oui, oui, complètement. Alors, je ne sais pas si je me suis dit ça directement, mais je reviens à ce que je te disais, c'est que comme je fonctionne de manière intuitive, justement, je crois que je me pose pas trop de questions. Ouais. Je disais ça là, ce matin, j'accompagnais parce que je coach aussi des thérapeutes, et donc j'accompagnais un thérapeute et je lui expliquais un peu cette histoire du film, du premier film que j'ai réalisé, et je lui disais que si on m'avait expliqué ce que représente la réalisation d'un film dans sa production, sa post-production et dans la distribution, je pense que je l'aurais jamais fait. Ouais. Parce que c'est tellement énergivore et chronophage que c'est pas notre seule activité. Nous, notre activité première, c'est d'être agence de communication pour Ouais. les thérapeutes. Et donc, je peux t'assurer que de réaliser un film, de produire et après de le distribuer, c'est pour ça qu'il y a des maisons de distribution d'ailleurs, Bah chacun oui. son métier, ça prend vraiment un temps colossal. Ceci dit, c'est une histoire qui est juste géniale à vivre. C'est une histoire humaine qui est mais merveilleuse et je ne ferai jamais un pas en arrière en disant non, voilà. Hmm. Mais c'est vrai que si je pense que si je fonctionnais pas de manière intuitive, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas mis en place. Le festival pour l'école de la vie, c'est pareil. En Hmm. fait, le festival à l'origine, c'était un pique-nique. Moi, j'imaginais pas dans ma tête faire un festival parce qu'on était une fois de plus déjà très occupés dans nos activités. Hmm. Et donc, j'ai fait ça de manière intuitive. On a fini le pique-nique et puis en fait, on s'est dit ensemble avec une stagiaire de l'époque, tiens, ce serait bien de faire ça sur 3 jours. Mais on m'aurait expliqué toute la logistique, le temps de préparation du festival. J'aurais dit, mais non, mais laisse tomber, on n'a pas le temps, on va faire autre chose. Parce Ouais. que le festival pour l'école de la vie, rien que ça,
c'est 1 an de préparation à Mm. temps plein pour 6 personnes. Mm. Et puis il y a Bon, toujours le souci, voilà, comme l'année dernière avec la météo. Enfin voilà, ouais, oui, c'était c'est une... ça, ouais. Ouais. C'est pour ça que moi, je me dis donc, que tout part de l'éducation et qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait faire pour les enfants et les accompagner plus tôt, notamment à les sensibiliser à cette partie intuitive, tu vois, juste Mm. à apporter des notions, au moins qu'on les sensibilise juste à ce que ça existe. Parce que nous, dans Mm. notre école traditionnelle, on ne parle pas de tout ça, on ne parle pas du bien-être, Mm. de notre corps, des émotions et tout, etc. Mm. Juste cette sensibilisation et un accompagnement pour ceux qui ont peut-être envie d'aller plus loin, je pense qu'on Mm. ferait un vrai cadeau vraiment aux adultes et d'aujourd'hui ou de demain, quoi. Ouais. Et pour revenir sur ce que tu disais là, ton voyage quand tu avais 10 ans aux États-Unis, je pense que ça t'a permis aussi de vivre. Quand on est enfant, tu vois, à 10 ans, on est juste un peu centré sur soi-même, sa ville, on se rend pas compte en fait de l'immensité du monde, de tout ce qui existe à l'extérieur. Et je pense que cette expérience t'a permis justement de découvrir tout ça. Et en plus, ça a donné le goût du voyage après. Ah oui, oui, complètement. Et Ouais. c'est pour ça que c'est aussi important de sensibiliser les enfants et pourquoi pas d'intégrer ça dans notre système scolaire, de Ouais. les envoyer le plus tôt possible quelque part seuls, sans leurs parents. Ouais. Parce que c'est une vraie école de la vie en fait, c'est une Mm. vraie école, on apprend beaucoup de choses et puis on se rend compte effectivement que c'est très différent ailleurs. Mm. Et la différence, ça a du bon en fait. Hein. C'est Mm. même, toi, on n'est pas différent, on est juste complémentaires. Ouais. Et dans les stats que j'avais fait moi à l'époque quand j'ai créé Né Horizon Travel, je crois que c'était au bout de 7-8 ans qu'on avait commencé à faire des stats, on s'est aperçu en fait que les Français voyageaient très peu. On ne fait pas partie des grands voyageurs de notre planète. Mm. Parmi les pays européens qu'on avait remarqué à l'époque, hein, c'est une vieille étude maintenant, mais c'était beaucoup les Belges, les Anglais, les Suisses autour de nous qui voyageaient, les Portugais aussi. Et en fait, très peu de Français qui partaient voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. Et c'est tellement important pour se forger sa propre opinion, pour s'instruire sans se laisser imposer des idées par les médias, par exemple. Mm. Oui, et puis il y a voyage et voyage. Là, j'ai l'impression que toi, tu pars avec ton sac à dos à pied, c'est ça? Carrément, même à pied? Oui, ouais, 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 enfin à Enfin, pied, ça une fois que t'es s'appelle arrivé pas. dans le pays, quoi. Oui, c'est ça. Mais quand je suis dans le pays, oui, l'idée c'est ça, c'est de partir avec mon sac à dos. Généralement, je réserve le premier hôtel en fait ou le premier hébergement quand Mm. j'arrive sur place, parce qu'il faut toujours donner une adresse, tu sais, quand tu passes les douanes. Mm. Et après, une fois sur place, je me laisse porter par mon intuition. Voilà. Mais bon, tu sais, par exemple, ça, je trouve que c'est un sujet sur lequel aussi on pourrait un peu s'attarder. Le fait d'être seul, le fait de voyager seul, la solitude en France, c'est un grand mal de notre société, j'ai l'impression. Mm. Les gens ont peur d'être seuls. Donc, ce qui veut dire qu'ils se mettent ensemble. Donc, quand je dis se mettre ensemble, c'est les couples se forment parce que beaucoup ont peur d'être seuls. Donc, c'est pas par amour. Mm. Enfin, tu vois, si on va un peu plus loin. Ouais. Euh, je me rappelle de l'époque, moi, où j'allais au cinéma seul, les gens me prenaient pour un fou parce que Mm. j'allais au cinéma seul. Le jour où j'ai dit aussi que j'allais des fois dîner ou manger seul dans un restaurant, on m'a pris aussi pour un fou. Maintenant, les Mm. choses sont en train de changer, hein, je parle de Mm. l'époque. Mm. C'est devenu un peu plus naturel, mais voilà, la solitude, c'est quelque chose de compliqué chez nous. Mm. Pareil, parce qu'on ne les éduque pas justement à être bien avec soi-même. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu voyages seul, mais tu n'es jamais seul. Parce que si tu es un minimum sociable, en fait, tu rencontres plein de monde, tu rencontres Mm. plein de personnes. Tu vas aller dormir dans des lieux type auberge de jeunesse parce que tu sais que tu vas avoir des voyageurs comme toi qui voyagent seuls sur place. Donc, tu as le choix ou pas après d'aller les rencontrer, de discuter avec eux. Mais en tout cas, moi, je me suis jamais senti seul en voyageant seul. Parce que, Mm. et c'est même un avantage parce on est vraiment dans le libre arbitre et dans le choix vraiment le plus absolu. Il y a une vraie forme de liberté. Mm. Si on a envie d'être seul, d'être en immersion et d'aller se mettre dans une forêt et méditer pendant 3 jours, on peut. Ouais. Si on veut rencontrer du monde, on peut rencontrer du monde. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est très important parce qu'il y en a tellement plein de personnes, notamment des filles, qui ont peur de voyager seules parce que ce sont des filles, on pense que ça va être plus compliqué pour les filles. Mm. Donc moi, je dis que je rencontre autant de filles que de garçons quand je voyage seul. Mm. Et c'est formateur. Moi, ça me fait, Ouais. en tout cas, ça m'apporte beaucoup de choses. Donc, dans l'école de la vie là, que tu aimerais ouvrir, tu t'arrangeras pour que les enfants puissent partir un mois sans leurs parents, comme ça. Idéalement, ouais, vraiment bien. Et alors, du coup, t'en es où dans ce projet de l'école de la vie? Eh ben, c'est un projet qui avance. Alors, il n'avance pas dans le côté structure, c'est-à-dire que physiquement, elle n'existe pas. Mhm. Mais le fait d'avoir mis en place toutes ces activités, donc je parle du festival, du congrès et des 2 films, ça m'amène à rencontrer beaucoup de monde. Donc, du coup, je suis en train de construire une espèce de fichier qui représente maintenant au moins 450 personnes, je pense, qui sont donc alors, il y a tous les profils. Il y a des menuisiers, il y a des directeurs d'établissement, des investisseurs privés,
Des enseignants, des directeurs d'établissements, voilà, il y a vraiment de tout. Ce sont des personnes qui connaissent le projet, qui veulent participer au projet de près ou de loin. Donc du coup, je les intègre dedans. Assez généralement, quand même, j'ai au moins une conversation téléphonique avec eux ou des échanges mails un peu plus approfondis pour voir un peu comment ils se positionnent. Ouais. Donc j'en suis là. Dedans, il y a aussi des personnes très connues, avec des noms dont je ne peux pas citer, mais de personnes qui veulent aussi participer au projet. Mhm. Donc on est en train, notamment avec ces personnes, alors c'est pas de l'association, mais on est en train de commencer à imaginer comment on pourrait faire, sachant que moi je me rapproche plutôt de personnes qui ont mis leur ego de côté, qui sont juste là au service en fait, hein, et donc qui n'ont plus rien à prouver. Et donc ça c'est pas évident encore de trouver des profils comme ça. Et c'est le plus long, je pense, dans ce type de projet. C'est plutôt l'humain plutôt que le côté technique et Mhm. terre à terre, de trouver le terrain, de construire les établissements, de trouver les finances. C'est vraiment moi le côté humain qui me prend du temps et je pense que c'est important que je prenne du temps Mhm. pour être sûr d'être bien entouré, d'avoir des bonnes personnes. Parce que moi je suis juste, j'allais dire, un porteur de projet, hein. C'est pas moi qui vais diriger l'école. Ouais. Moi je veux créer l'école, avoir les bonnes personnes au bon endroit, qui s'éclatent dans ce qu'ils font, qui sont bons dans ce qu'ils font et qui ont mis leur ego de côté. Mhm. Et après, communiquer évidemment autour du projet, puis en faire des bébés. Dire voilà, Mhm. moi je pense qu'il faut à peu près 5 ans pour que le projet soit viable. Au bout de 5 ans, dire voilà, nous on a un dossier, les amis, donc si vous avez envie de construire une école de la vie, voilà comment il faut faire. Et on transmet le bébé, quoi. Ah oui. Donc moi j'en suis plutôt là. Il y a au moins une vingtaine de propositions de terrain, plutôt dans le sud de la France. Mais pareil, pour le moment, pour des questions de priorité, j'ai pas le temps d'aller visiter ces terrains. Mhm. Et donc là, ce que je suis en train de faire, notamment encore plus cette année, c'est d'essayer d'encore beaucoup plus m'entourer dans le cadre de mes différentes activités, parce que comme tu as dû le comprendre, on fait beaucoup de choses. Et donc il faut absolument que je puisse me dégager moi du temps pour consacrer plus de temps justement au projet de l'école. Donc mon modèle économique, moi, ces 10 dernières années, il est encore novateur, je trouve, en France, il n'y en a pas beaucoup. En fait, on est que, bah, maintenant, je suis le seul salarié, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui dans l'entreprise, mais on peut être jusqu'à 2, 3 salariés annuels, en gros, dans Mhm. l'année. Et le reste, ce sont que des prestataires de services qui travaillent pour D'accord. moi, avec qui je travaille pour certains depuis très très longtemps, et puis d'autres qui arrivent comme ça au fur et à mesure de l'année. Parce que c'est un peu comme l'humain, c'est pas évident de trouver des bons prestataires de services qui font vraiment leur boulot Mhm. convenablement, qui partagent nos valeurs et notre éthique. Donc je prends mon temps aussi à ce niveau-là. Et donc j'essaie de plus en plus de m'entourer en fait de ces prestataires pour déléguer un maximum de choses dont je m'occupe moi à titre personnel pour mes différentes activités. Et une fois que j'estimerai avoir beaucoup plus de temps, je pourrais passer à différentes étapes et mettre en place le projet de l'école. Oui. Donc pour l'instant, t'as pas encore de date, 2020, 2021. Non, tu prends ton temps de trouver les bonnes personnes. Voilà. Ok. Oui, c'est impossible, je préfère pas donner de date. Ouais. Et puis je te dis, en fait, je sais pas si j'ai eu le temps d'en parler, mais il y a vraiment quelque chose qui me comble déjà. Le fait qu'il y ait déjà plus de 300 Bah écoles, oui. si je te dis, ouais, qui soient Mm. créées, bah, je me dis, ok, mon école, elle n'existe pas, mais enfin, le fruit de notre travail a permis quand même l'éclosion de ces écoles. Ouais. Donc, quelque part, je suis déjà mais largement satisfait, en fait, si tu Mm, mm. veux. Oui. Le projet de l'école de la vie, c'est quand même avant tout, faut pas se voiler la face, c'est un projet de vie, hein. C'est pas juste de créer une école, c'est quand même un Ouais. projet de vie. C'est, en gros, c'est l'école. Enfin, quand tu dis l'école de la vie, ça veut tout dire. C'est pas juste une école isolée, quoi. Il y aura, Non. voilà. Ouais, ouais. En fait, l'école, moi, telle que je l'imagine, j'en parle d'ailleurs dans un TED, tu sais, j'ai fait un TED qui s'appelle L'éducation à la vie. Je Ouais. sais pas si tu connais les conférences TED. Oui, oui, j'adore. Et donc, elle s'appelle L'éducation à la vie. En fait, dedans, justement, j'explique un peu comment je Mm. conçois l'école. Et pour moi, c'est un centre de formation pour les enseignants, un centre de formation pour les parents, un centre de développement personnel pour tout le monde, et puis l'école évidemment pour les enfants. Idéalement sur un terrain sur lequel on pourrait faire de la permaculture, Mm. entouré d'une forêt, proche d'une rivière, et à 1 heure de la montagne et de la mer. Donc tu vois, c'est très précis. C'est rigolo parce que je connais un autre Julien qui a quasiment le même projet. Il se Ah reconnaîtra ouais, s'il écoute. ah bah ça c'est des histoires de Julien alors. C'est ça. Et donc voilà, donc c'est très très précis. Et donc moi je suis très très bien ici à Montpellier. Ça fait 6 ans que je suis installé ici et franchement moi je m'y sens vraiment très bien. C'est un super pied à terre. Mais je sais que tu sais plus les années passent et plus j'ai la soif d'être dans la nature de plus en plus quoi. Mm.
je quitte Paris pour venir ici parce que justement, je suis plus proche de la mer, de la montagne, etc. Et ça me fait beaucoup de bien. Mais je sais que plus les années vont passer, plus j'aurai vraiment besoin d'être vraiment intégré dedans. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un projet de vie parce que au-delà des centres de formation, de l'école, etc., je pense que ma maison ne sera pas très loin sur le terrain, quoi. Oui, d'accord. D'où l'importance de la nature, d'être dans la nature, quoi. Exactement. Ouais. Et dans cette classe, donc là si on parle juste de la classe, hein, j'ai bien compris que il y aurait plein de choses autour, mais juste dans la classe pour les enfants, sur quelle pédagogie, est-ce que tu t'appuies sur plusieurs pédagogies ou est-ce que, enfin, tu vois, c'est ça que je sais pas en fait, est-ce qu'il y a plusieurs choses qui te parlent dans chacune des pédagogies, parce que bon, la plupart des pédagogues quand même ont repris, tu vois, des choses en commun, dans les pédagogies alternatives, tu vois, c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a quand même plein de points communs, mais du coup, lesquels te parlent le plus et pourquoi? Moi, mon inspiration, elle est inspirée de toutes les personnes que je rencontre. Alors après, il y a les courants qu'on connaît, dits classiques comme Montessori, Steiner, Freinet, Summerhill. Il y a aussi les écoles démocratiques, Reggio. Enfin, il y en a plein en fait en réalité de courants. Et je pense qu'il y a du bon à prendre dans tout. Et après, au-delà de ces courants, qui sont, enfin, je les ai pas tous cités, au-delà de ces courants, il y a tous les professionnels qui, aux alentours, proposent eux-mêmes aussi des outils pour accompagner soit les parents, soit les enfants, soit les enseignants, soit les trois. Et ces personnes-là, moi, que je vois au festival, ce sont les exposants en fait, du festival, c'est parfois les conférenciers aussi qui donnent des conférences au festival ou au congrès. Ces personnes-là, ils ont une vraie expertise aussi qui est très intéressante à apporter au sein des écoles. Donc pour moi, c'est inspiré j'allais dire, de cette grande boîte de Pandore, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc je prêche pas pour un courant, pour une idée, mais en tout cas, une idée quand même motrice, c'est de créer un environnement pour les enfants, intergénérationnel dans l'idéal, avec tous les outils utiles autour d'eux, pour qu'ils puissent apprendre quand ils ont envie d'apprendre, au moment où ils ont envie d'apprendre. Okay. Je m'exprime. Imaginons à un moment donné, un des enfants, il est prêt pour s'intéresser aux maths. Et on sait qu'on peut apprendre les maths de plein de façons. Mais en même temps, il adore mettre les mains dans la terre. Et ben, ça peut être l'occasion d'essayer d'allier les mathématiques et le fait de mettre les mains dans la terre, je sais pas, de cultiver des carottes, par exemple, parce qu'on va apprendre plein de choses, notamment de manière mathématique, en cultivant, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Donc des projets qui ont du sens, quoi, dans la vraie vie. Oui, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, c'est qu'on apprend, mais 10 fois mieux par l'expérience. Que si tu restes assis sur une chaise et qu'on te force en fait à écouter un prof d'histoire, alors que toi, dans ta tête, t'es pas du tout prêt en fait à écouter ça. Encore plus quand 1 heure après, tu passes de l'histoire aux mathématiques et 1 heure après, des mathématiques à la science, etc., etc. Il y en a qui disent que c'est une torture psychologique, c'est une torture pour notre cerveau en fait d'apprendre de cette façon. Alors qu'on voit bien, en fait, je crois qu'il y a vraiment suffisamment d'études qui le montrent qu'à partir du moment où l'enfant est dans de bonnes dispositions et qu'il est prêt à apprendre, parce qu'à ce moment-là, il a envie, mais là, en 2 secondes, je dis une bêtise, c'est trop court, mais il va apprendre très très rapidement. Oui. Et c'est ça pour moi en fait le plus important, c'est de créer cet environnement pour qu'au moment où il est prêt, lui, on soit là en fait pour l'accompagner dans cette dimension, quoi. Et idéalement en vivant des expériences, parce que on le voit même nous en tant qu'adultes, à partir du moment où toi tu touches les choses, où tu vis les choses, tu apprends beaucoup plus vite que si on essaie de te le faire rentrer dans le cerveau. Oui, bah moi je me suis rendu compte là, parce que du coup j'accompagne des professeurs des écoles, tu vois, pour les aider à changer un peu leur vision et pour qu'elles modifient leur pratique en classe. Et mon courant, moi, c'est Montessori. Et ben tu vois, j'ai beaucoup plus appris quand j'ai commencé à leur transmettre que quand j'étais juste moi toute seule dans mes bouquins, devant mon ordi. Tu vois, quand t'en parles à quelqu'un, bon, je le faisais un peu dans ma famille, autour de moi, mais le fait de structurer ma pensée en me disant, bah non, là il va falloir que je leur présente de façon, voilà, ordonnée et ben, le fait de leur montrer, et ben, ça, j'ai beaucoup plus intégré que quand j'étais toute seule en fait. Voilà. C'est sûr et certain. Ouais, voilà. Et tu parlais d'enthousiasme aussi là tout à l'heure. En fait, j'adore la citation d'André Stern, tu sais, qui dit l'enthousiasme c'est l'engrais du cerveau. Et ben voilà, si on est enthousiaste et que ça nous plaît, et ben on va apprendre beaucoup plus vite que si on nous l'a imposé. C'est sûr et certain, ouais. Et enfin, je défie quiconque de dire le contraire, quoi. Il suffit, enfin, c'est tellement logique, tu vois. Et donc c'est pour ça que c'est important d'essayer d'intégrer le plus qu'on peut toutes ces logiques-là dans notre système éducatif classique, quoi.
Ouais, donc du coup, tu pars pas, tu n'ouvrirais pas une école Montessori ou une école Freinet, mais vraiment une école où on prend tout ce qui est positif, justement, dans toutes ces pédagogies, avec des Ouais, personnes qui sont vraiment spécialistes. Voilà, par exemple, je sais pas moi, une personne qui est à fond CNV, qui est par formée exemple, en communication non violente, ou c'est ça. spécialiste de matériel Montessori. Enfin, en gros, des personnes vraiment passionnées et expertes, quoi. Exactement. Et surtout, ouais, apprendre dans la vie, c'est-à-dire de manière intergénérationnelle, donc avec Mm, vraiment toutes les tranches d'âge, parce que c'est tellement important, la transmission. mm, Tu vois, moi je le vois aussi dans des séjours qu'on organise, c'est des séjours vélo, yoga et méditation. On part une semaine comme ça en vélo avec un prof de yoga. Et je tiens à chaque fois, quand je constitue le groupe, c'est 12 personnes, qui est justement toutes les générations. Parce qu'on le voit, en fait, quand on part dans la semaine comme ça, on a vraiment tellement de choses tous à s'apporter, parce que justement, on est sur des tranches d'âge complètement différentes, que mm. c'est très, très, très enrichissant. Ah bah tu vois, moi je connaissais les avantages du multi-âge pour les enfants, mais pour les adultes, comme ça, j'y avais pas pensé. Ah ouais, si, je te confirme, c'est génial. D'accord, donc à tous les âges, il y a des bénéfices pour le multi-âge. Ah ouais, complètement. Et du coup, il y a une question que j'aime bien poser, mais tu as déjà un petit peu répondu en partie. J'aime bien demander de quoi un enfant a besoin pour bien grandir, s'épanouir et se construire. Donc là, tu as déjà parlé du multi-âge, de projets qui ont du sens, d'enthousiasme, le libre choix. Est-ce que tu as Ouais. des choses à rajouter? Bah oui, parce que l'alimentation est quand même primordiale. Je constate et j'ai l'impression que c'est encore un peu difficile hein, dans la plupart de nos écoles. Il y a des efforts qui sont faits, mais c'est souvent de manière un peu sporadique. Hein, ça représente pas l'ensemble, mais il faut quand même le souligner. Il y a quand même plein d'écoles qui vont quand même dans ce sens-là. Je crois que vraiment c'est déterminant quoi, notre alimentation, même pour nous en tant qu'adultes. Donc, si on peut les accompagner du mieux qu'on peut à ce niveau-là, je crois qu'on leur fait aussi un vrai cadeau. Euh, et puis il y a l'environnement dans lequel on va se trouver. C'est sûr que c'est compliqué de mettre toutes les écoles en pleine nature. Par Hmm. contre, on peut essayer d'intégrer la nature dans les écoles. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais comme les animaux aussi, par exemple, ou ne serait-ce qu'avoir un petit potager, par exemple, dans la cour. Hmm. Mais il faut surtout pas se déconnecter de la nature et de l'environnement qui nous entoure. Bien au contraire, quoi. Il faut vraiment se rappeler qu'on est quand même né dedans, qu'on s'est adapté à tout ça. Et je pense qu'à l'époque, ce n'était pas forcément évident. Et que là, plus les années passent et plus on s'est approprié la nature pour en faire un objet. Alors, c'est surtout pas un objet. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui quittent maintenant nos villes pour s'installer à la campagne aussi, parce qu'on voit les bienfaits de la nature. La nature nous veut vraiment du bien. Il suffit de s'observer, hein. Il suffit d'aller dans une forêt, de se balader pendant 2-3 heures et bizarrement on va se sentir bien. Quoi. Ou d'aller, je sais pas, en pleine montagne et on va se sentir bien aussi assez rapidement. Quoi. Donc, essayer du mieux qu'on peut, même si on est en ville, de ramener la nature dans les écoles. Et pourquoi pas des animaux aussi, parce que c'est pareil, je trouve que c'est assez important. Alors quand je dis des animaux, je parle pas forcément de grands animaux. Hein. On peut très bien ramener des petits lapins ou je sais pas moi, un petit chat, etc. Mais c'est pareil, en fait, il y a plein de professionnels qui ont développé des outils autour de la médiation animale. Donc c'est des choses qui sont très intéressantes. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est même si on travaille dans une école en plein centre-ville, ne pas se dire, bah voilà, moi c'est pas possible, je peux pas aller dans la forêt toutes les semaines, bah trouver quand même des solutions pour ramener la nature un peu dans la classe, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Dans les cours, je suis désolé, les cours sont quand même suffisamment grandes. Maintenant, on peut très bien Mm. mettre un petit potager, hein, ça prend pas beaucoup de place. Hein. Ouais, Et c'est pas ce qui va coûter une fortune pour l'école, quoi. ouais, ouais. Donc, On enlève et un peu le béton et puis on remet un peu de terre et voilà. ouais, c'est ça, ouais. Et les enfants adorent. C'est ça qui est génial. C'est Mm. que les enfants vraiment adorent, quoi. Donc ça, oui, c'est deux paramètres en plus, enfin, un troisième, on va dire, avec l'alimentation, qui me paraît important, ouais. Ouais. Et puis j'aimerais bien revenir aussi sur ce que tu disais au début, la méditation, connaissance de soi, émotion, là t'en as parlé vaguement. Tout à fait, oui. Bah ça, c'est des notions qui sont pas abordées évidemment en France. On les aborde un peu plus, on va dire, dans les pays du Nord. On cite souvent la Suède, la Norvège, l'Islande, la Finlande, qui auraient un système éducatif plus performant et plus intelligent que le nôtre. Moi, je trouve qu'il y a une partie de vrai, mais en même temps, quand tu discutes avec eux, il y en a beaucoup qui aimeraient aussi revoir un peu leur propre système dans leur pays. Hein. Donc, je pense qu'on peut s'inspirer, pareil, de pas mal de choses de ce qui se passe à l'extérieur, pas forcément faire un copier-coller parce que c'est des cultures différentes, mais il y a des troncs communs, c'est clair, la méditation, mais ça peut être juste des exercices de relaxation. Hein. Si le mot méditation fait Ouais. peur à des gens qui nous entendent,
ça peut être juste des exercices de relaxation. Rien que ça, déjà, ça apporte une vraie différence au sein des classes. Ça peut être... qu'est-ce qu'il y a d'autre en ce moment parce que je dis en ce moment parce que je me rappelle en 2003, quand j'ai créé donc, mon entreprise, j'allais voir le monde de l'entreprise et moi, je leur parlais de séjour bien-être et on pensait que j'étais une secte. Et je vois que maintenant, on parle facilement de méditation, de yoga dans les écoles et dans l'entreprise. Donc oui, le yoga, oui, notamment, oui, ça peut être un bel outil aussi intégré dans les écoles. Moi, j'ai vu dans le film qu'on a réalisé, l'école de la vie, on a rencontré notamment une sophrologue qui a réussi à intégrer la sophrologie pour des collégiens. Et on en a interviewé un certain nombre, et il y en a beaucoup qui disent que ça là, ils ont vraiment vu une différence à partir du moment où on leur a appris quelques techniques de sophrologie, qui se rapprochent quand même de techniques de relaxation. En fait, si on s'attarde sur le monde du développement personnel, il y a plus de 1000 activités différentes. Sachant que on est tous à peu près différents dans des outils qui pourraient nous apporter du bien ou pas forcément. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a une palette d'outils qui est gigantesque autour de nous et que maintenant, il y a suffisamment d'outils sur Internet, il y a même des applications pour méditer, il y a plein de choses en fait qui nous entourent pour se dire, ouais, mais je ne sais pas où chercher et je ne sais pas comment faire. Quoi. Ouais. Donc, il y a suffisamment d'informations autour de nous. Ce que tu es en train de faire avec tes podcasts, tout ce qu'on trouve aussi maintenant sur YouTube, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et ça peut vraiment donner beaucoup d'idées aux enseignants, aux parents et aux enfants pour essayer d'aller peut-être beaucoup plus dans l'accompagnement de l'être plutôt que de nous faire rentrer des connaissances. Ouais. Et c'est sûr qu'en 2003, les gens pensaient que c'était une secte, alors qu'en 2020, maintenant, on en rigole, tu vois, parce qu'on se dit, non mais comment c'était possible, tu vois, c'est 2003, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est pas facile d'ouvrir des portes qui sont fermées, et je pense que toi, t'as cherché à les ouvrir dès 2003, et elles étaient encore fermées, tu vois, sur le bien-être. C'est ça, ouais. Et moi, j'aime ça, en fait. Je crois que, maintenant, avec beaucoup de certitude, je fais partie de ces gens qui aiment bien défricher. Tu sais, je suis pas un suiveur, moi. J'aime bien être rentrer dans des zones où personne n'a été. Tu sais, un peu comme Indiana Jones. Il va ouvrir les voies. Et c'est quelque chose qui me plaît bien. Ouais. En tout cas, je me sens à l'aise dans ce rôle-là. Ouais. Et quand tu voyages, est-ce que tu en profites? Bon, du coup, j'imagine que tu t'imprègnes de la culture, tu discutes avec des personnes qui habitent là-bas, mais est-ce que tu en profites pour visiter aussi des écoles? Pour voir un peu, comparer les systèmes éducatifs? Non, pas tout le temps, non. Non, parce que quand je pars seul, généralement, c'est pour que je me déconnecte un petit peu de mon environnement ici, pour revenir aussi vers moi, parce qu'il faut le rappeler que le fait de voyager seul, c'est un merveilleux outil en termes de développement personnel. C'est justement l'occasion de se reconnecter à nos pensées, de se reconnecter à nous, en fait, tout simplement, puis à l'environnement et aux autres. Donc c'est quand même ma première démarche. Donc je ne suis pas dans une idée d'aller me dire, tiens, je vais en profiter pour aller voir des écoles ou... Indéniablement, dans mes sujets de conversation, à un moment donné, on va parler d'éducation, c'est sûr, puisque c'est un sujet qui m'intéresse. Est-ce que je fais pas la démarche, mais en même temps, quand je discute comme ça avec toi à haute voix, je remarque que quand même, je passe dans des écoles, mais c'est pas voulu. Donc, est-ce que c'est mon inconscient qui m'amène dans des écoles? Tu t'en rends même plus compte. Je m'en rends pas compte, parce que là, j'étais au Maroc pour les fêtes, et je suis en train de m'apercevoir, en fait, qu'on est passé dans des écoles avec ma compagne, mais qu'on n'avait absolument pas décidé de le faire. C'est juste qu'en fait, on est passé devant, mais tu peux que rentrer dedans, parce que quand tu passes devant, c'est tellement trop mignon. C'est tout petit. C'est dans la Médina, en fait, de Fès. Et donc, je sais pas si tu connais Fès, c'est au Maroc, et les Médina, c'est un peu comme un souk. Donc, c'est plein de petites ruelles, et c'est très, très grand, tu peux te perdre là-dedans. Et puis, d'un coup, en marchant dans ces toutes petites ruelles, tu as une petite fenêtre sur ta gauche, et là, tu vois que tu as une dizaine d'élèves, c'est plutôt une garderie, qui sont là-dedans et ils sont en train de faire un cours. Donc ça, forcément, moi, ça attire ma curiosité. Et puis, au Maroc, ils sont très ouverts, donc ils te demandent de rentrer, tu vois. Donc, évidemment, on rentre. Et donc c'est souvent comme ça, en réalité, quand je pars de ça, mais je ne suis pas dans la démarche de le faire. D'accord. Et est-ce que tu voudrais bien nous parler des projets que tu as pour les 5 prochaines années, 5 ou 10 prochaines années? J'ai une liste de 17 projets sur mon bureau. Parce qu'à l'époque, je dis que j'ai une liste parce qu'à l'époque, j'ai lu un livre qui est toujours existant d'ailleurs, qui a été remasterisé, qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Je trouve qu'il y a un très bon livre et il me semble que c'est dans ce bouquin qui parle de faire des listes justement. Et c'est important de rayer après
ça entraîne tout un mécanisme en fait, cérébral. Voilà, les neurosciences sont intéressées à ça. Et donc, du coup, oui, j'ai une liste de 17 projets. Là, le projet le plus court, on va dire, ça va être pour 2022. On a envie de faire un troisième film avec Laurent Queyrat. Parce qu'il faut rappeler que c'est avec Laurent Queyrat quand même que j'ai réalisé ces deux films, hein, sinon ils n'auraient pas existé. Et donc là, on a envie de faire un troisième film. Donc, on va procéder différemment. Parce que comme c'est pas mon métier, moi, les deux films, je les ai montés de manière un peu curieuse. C'est-à-dire qu'on a déroché, et en dérochant, on a construit le scénario. Donc ça nous a pris beaucoup de temps. Alors que généralement, visiblement, on construit d'abord un scénario, on va rencontrer les individus, et après, c'est beaucoup plus simple pour faire un film. D'accord. Donc là, nous, cette année, on a envie de construire le scénario sur 2020. Et on a envie d'aller chercher des finances à l'extérieur, donc d'aller chercher des mécènes, parce que c'est pareil, les deux films, je les ai autoproduits. Donc moi, j'ai des limites, hein, forcément, financières. Et donc là, comme on a deux belles réussites avec ces deux films, on se dit qu'on a des chiffres à apporter à des gens qui pourraient peut-être nous aider dans le monde du cinéma. Je parle de mécènes liés au monde du cinéma, donc on va essayer de faire ça, on verra bien ce que ça donne. Et puis on a envie de faire un vrai film, parce que là c'est plutôt des documentaires qu'on a réalisés, donc là on a envie de faire un film avec au moins 20-25 minutes avec des comédiens, et donc je peux pas te révéler la thématique. Mm. Mais voilà, donc ça c'est un des gros projets, et puis un autre projet qui est en cours là en ce moment, c'est que comme le festival pour l'école de la vie ne va pas avoir lieu là cette année, en 2020, on a envie de faire le 4e congrès de l'innovation en éducation à Paris en octobre. D'accord. Et donc, on est en train de mettre de l'énergie dedans. Là, on est en train de faire des devis, voir si c'est possible. Mais on est en train, ouais, on se donne les moyens. On aimerait bien que ce congrès existe à Paris là en octobre. D'accord. Donc au lieu de le faire à Montpellier une fois par an, là vous aimeriez rajouter une édition à Paris ou... On va rajouter une Voilà. édition. Ouais. Voilà. C'est pas enlever l'édition de Montpellier, parce qu'elle D'accord. aura toujours lieu. Mais c'est parce qu'on a quand même beaucoup de personnes qui viennent du nord de la France, Mm. pas forcément la possibilité de descendre sur Montpellier, et Mm. qui aimeraient bien qu'il y ait à peu près l'équivalent soit du festival, soit du congrès sur Paris. Ah oui. Et donc, nous, bon, on se dit que ça prend du sens qu'il y ait une édition dans le nord et dans le sud. Mm. Et donc voilà, alors on est très très loin des tarifs du sud hein, pour réaliser un congrès là-bas. Donc on essaie de négocier comme on peut, mais c'est vrai que les tarifs sont exorbitants de location sur Paris, quoi. Mm. Bon, normalement, c'est plutôt bien parti. Moi, je vais visiter un local là le 22 janvier, en espérant que ça se passe bien. D'accord. Donc voilà deux projets parmi tes 17 projets. Voilà. Eh bien écoute, on va terminer l'interview avec les 3 questions habituelles. Est-ce que D'accord. tu aurais un coup de cœur ou un coup de gueule à partager? Un coup de cœur. Oui, un coup de cœur qui est très récent. Comme je te disais, je suis parti au Maroc avec ma compagne là pendant les fêtes. Et c'était pas prévu. Nous, habituellement, quand on part avec ma compagne, on se débrouille tout seul. On adore ça, en fait. On aime bien même se perdre. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, je contacte une amie qui est au Maroc et je lui dis on va partir à Fès. Est-ce que tu connais des logements sympas, etc. Elle me dit bah, même mieux, je connais le secrétaire général de l'UNESCO là-bas qui peut peut-être t'aider et puis t'accompagner dans des lieux. Et je dis bah, ouais, bah pourquoi pas quoi. Et donc nous, on pensait qu'il allait plutôt nous orienter dans des lieux, et en réalité, on est resté 5 jours avec lui. Et donc, du coup, il nous a accompagnés, donc, évidemment, dans plein d'endroits. On a même dormi chez lui, sa mère nous a fait un couscous et tout. Et donc, il s'est passé une chose que j'adore, en fait, dans les voyages, c'était une merveilleuse synchronicité de vie. C'est des belles rencontres de la vie, tu sais, des trucs, tu as l'impression que c'était écrit quelque part. On a notre petite larmichette en se quittant. Et ça, c'est mon coup de cœur récent parce que c'était vraiment une belle rencontre. On a des sujets de conversation passionnants. Il nous a amené voir ses amis en pleine campagne, dans des conditions, je pense que tu aurais du mal à imaginer, et qui te font un peu rappeler, tu sais, tout le luxe dans lequel nous on vit ici, qui te font rappeler que eux là-bas, le lien social est 10 fois plus important que tout le reste. Et c'est assez flagrant à chaque fois quand tu reviens en France de voir que nous, on a perdu quand même beaucoup ce tissu social entre nous. Tu sais, on est très solitaires, isolés, dans nos petites boîtes à lapins, là, chacun dans nos immeubles. Mm. Et donc ça, c'est mon dernier coup de cœur. Ouais. D'accord. Et une citation? Une citation, c'est celle de Gandhi. C'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Elle est encadrée dans mon bureau parce que j'étais tombé dessus plus petit.
Et ça m'avait drôlement inspiré à l'époque, parce que je trouve que c'est une citation qui résume beaucoup de choses. C'est que si on veut une société qui soit différente, à nous de l'incarner, cette différence. Je t'avoue, c'est ma citation préférée. J'aurais dit celle-là aussi. Et est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, qui concerne l'éducation, ou même de manière un peu plus large, un des derniers livres que tu as lu? Il y en a plusieurs qui m'ont marqué, comme je t'ai dit. Le premier livre qui m'a marqué, c'était tout jeune, c'était La prophétie des Andes. Et après, il y en a eu d'autres sur mon parcours. Je trouve que c'est un peu les bibles. Il y a, par exemple, les 4 accords Toltec, Le moine qui vendit sa Ferrari, L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Ouais, ça, c'est les livres, je trouve, qu'on devrait tous lire, parce que c'est tellement bordé de bon sens que quand on les lit, c'est un peu comme quand tu vas voir un conférencier, tu te dis, bah oui, évidemment. Sauf que c'est bien de l'entendre ou de le lire. Ouais. D'accord, donc c'est vraiment les livres qui t'ont inspiré. Complètement. Voilà, bon ça fera plein d'idées aux auditeurs. Voilà. Et merci beaucoup Julien. Merci à toi, avec grand plaisir. Et à une prochaine. À une prochaine, bye. Merci à Julien d'avoir accepté cette interview. J'espère que l'école de la vie verra bientôt le jour. Mais voilà, comme il l'a dit, déjà, toutes les initiatives que les gens mettent en œuvre, c'est déjà énorme. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner pour ne pas rater les prochains. J'espère qu'on se croisera pour le prochain festival de l'école de la vie en 2021. Mais bon, déjà en 2020, voilà, j'organise une journée pour les enseignants d'enfants de 3 à 11 ans sous forme de marché de connaissances. Donc ça sera le 4 avril. Voilà. Vous pouvez avoir plus d'infos sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. À bientôt.